Mes chers camarades, bien le bonjour, bien le bonsoir, si vous nous regardez en direct ou en rediffusion, que ce soit sur YouTube ou en podcast, on va passer un bon moment ensemble, près de 2 heures, avec une invitée exceptionnelle ce soir, que j'ai rencontrée il y a quelques années dans mes pérégrinations sur Internet et ailleurs. Marjolaine Boutet, historienne contemporanéiste, c'est dur à dire, maîtrise de conférences à l'université de Picardie Jules Verne, elle est spécialiste des séries télévisées et des représentations de la guerre. HDR sur les réécritures de la Seconde Guerre mondiale dans les séries télé au temps de la guerre froide, USA, UK, France, Allemagne, notamment Papa Schulz et le Holocauste pour les plus connus. Voilà, Marjolaine, bienvenue sur Twitch. Merci, c'est ma première fois. Alors je suis un peu impressionnée. Je me sens, je sais pas, soit jeune, soit vieille. Enfin bref, pas un peu décalée, mais bonjour à tous. Donc ce soir, ensemble, effectivement, tu es spécialiste des séries, donc ça serait bien qu'on parle un petit peu des séries. Ah mais vas-y, on y est jusqu'à demain si tu veux. Alors non, on a 2 heures. Alors, donc ce soir, on va parler de plusieurs trucs ensemble, à la fois de l'histoire des séries, parce que je pense que c'est assez intéressant. D'ailleurs, on a fait un épisode sur YouTube pour essayer de reprendre un petit peu tout ça, mais aussi sur l'histoire dans les séries. Parce qu'en fait, il y a plusieurs sujets, et c'est vrai que quand on parle de l'histoire des séries, on peut aller vers beaucoup de directions. Donc, il va falloir qu'on cadre un peu les choses. D'ailleurs, peut-être que tu pourras nous raconter un peu plus tard comment t'en es arrivé à là. Mais moi, la première question que je voulais te poser ce soir, pour commencer cet entretien, c'est quoi une série ? Parce que en fait, il y a des films qui sont en plusieurs volets, comme par exemple les films Marvel. Pourquoi c'est pas une série ? Alors, en fait, si c'est une série, alors qu'est-ce que c'est une série ? Classiquement, tu veux, en théorie littéraire, on distingue une série d'un feuilleton. Qu'est-ce que c'est que ces machins-là ? C'est des trucs à épisodes. En fait, si tu veux, c'est très ancien parce que je pense que les hommes, depuis qu'ils savent parler, peut-être même avant, se racontent des histoires. Et ça vient évidemment de la culture orale. Et si tu veux, les mythes, le déluge, les mythes que tu connais mieux que moi, scandinaves et compagnie, tout ça, ça fait partie des choses qu'on se raconte par petits bouts et on reprend des choses et on reprend des personnages. Donc, tu veux, pour raconter une histoire, pour que ton auditoire accroche à ce que tu vas lui dire, il faut que tu le mettes dans un environnement familier. Et donc, il faut que tu reprennes des choses qu'il connaît déjà. Ça, c'est la façon de raconter des histoires. Après, on va faire un grand flash forward. On arrive au 19e siècle. Là, c'est la période contemporaine. C'est là que je maîtrise. Et c'est là surtout que les populations occidentales, en tout cas, se mettent à savoir lire de façon massive. Et donc, on passe d'une culture majoritairement orale à une culture qui devient écrite. Et du coup, à des histoires de la culture populaire qui devient écrite. Et donc, cette culture populaire écrite, ce sont des feuilletons. Parce que c'est, encore une fois, c'est ça qui plaît. Et Alexandre Dumas, et même avant Walter Scott, etc., ils écrivent en feuilleton. Pourquoi est-ce qu'ils écrivent en feuilleton ? Parce qu'ils écrivent dans les journaux. C'est ça qui fait vendre les journaux, etc. Enfin bon, bref. Et donc, un feuilleton, c'est une histoire à suivre en plusieurs épisodes. Une série, ce sont des histoires bouclées qui reprennent des mêmes personnages, un même univers. Voilà, classiquement, c'est ça. Et donc, on passe des feuilletons, de la presse, etc., à les premiers films de cinéma aussi. Il y avait des séries de films où on retrouvait un héros récurrent et les premiers super-héros d'ailleurs, c'était dans ce qu'on appelle les serials, pas les céréales, S-E-R-I-A-L. Et ensuite, à la radio, bien sûr, et la télévision, finalement, c'est que le dernier avatar, et même aujourd'hui, c'est plus la télévision, c'est les plateformes, mais bref. Et le jeu vidéo aussi, ça marche par série. Si tu veux, c'est vraiment... ça fait partie vraiment du mode de narration de l'histoire. Et c'est une histoire que tu peux raconter par petits bouts, parce que là, tu vois, on va raconter une histoire par petits bouts qui va durer 2 heures, et puis voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, je sais pas si je suis claire, mais en gros, voilà, une série, c'est une histoire qui reprend les mêmes éléments qu'une autre, et c'est ça qui fait qu'on est dans une série.
Mais ça peut être Harry Potter est une série de livres avant d'être une série de films. Et donc le feuilleton, c'est quand il y a une continuité entre les épisodes ? Le feuilleton, c'est quand effectivement ton épisode commence là où l'épisode d'avant s'est arrêté. D'accord. C'est 24 heures chrono, typiquement. Voilà. Game of Thrones, on peut dire que c'est un feuilleton du coup ? Alors, Game of Thrones, c'est compliqué. Game of Thrones, parce que certains épisodes commencent effectivement là où le précédent s'est arrêté, mais dans d'autres, il y a des ellipses. Parce que, là encore, je te dis, ça, c'est les définitions classiques, mais évidemment, on a foutu le bordel dans tout ça, parce que maintenant, on connaît, et donc on fait des séries semi-feuilletonnantes. Tu vois, ou semi-feuilletonesque. On n'est pas tous d'accord sur la terminologie du truc, mais voilà. Donc, c'est des façons de raconter des histoires. Si c'est à suivre, c'est un feuilleton. Si tu t'arrêtes en plein milieu de ton histoire et que tu dis la suite au prochain épisode, c'est un feuilleton. Si ton meurtrier, il a été démasqué à la fin de l'épisode, c'est une série. Mais encore une fois, depuis les années 80, tout ça est un bordel. Voilà. Et dans Marvel, évidemment qu'ils ont mis des éléments feuilletonnants dans un truc qui est une série, mais parce que là aussi, les comics et le métaverse, je t'en parle même pas, tout ça est très compliqué. Mais en gros, c'est des histoires qui se développent sur plusieurs médias, sur plusieurs formats, voilà. Et alors, la série telle qu'on l'entend aujourd'hui et qu'on voit à la télé, elle a connu son essor quand ? Alors, la série telle qu'on la voit aujourd'hui à la télé, tu vois, on n'a même plus beaucoup de télé, on les voit aussi sur les plateformes, mais donc, une fiction audiovisuelle découpée en épisodes. On va dire ça. Ça commence à la télévision américaine, à la fin des années 40, ça commence avec la télévision. Et ça se développe donc à la télévision américaine de façon assez continue de la fin des années 40 jusqu'à nos jours. En Grande-Bretagne, ça commence dans les années 50. En France, milieu des années 50, mais il y avait très peu de gens qui avaient la télé. Et vraiment, c'est à partir des années 60, avec des feuilletons comme Belphégor, comme Yannick Aimé. Donc ça, c'était des feuilletons. Voilà. Et puis ensuite, des séries comme Les Brigades du Tigre, ou comme... voilà. Donc ça a fait en gros 70 ans que ça existe, les séries télévisées, et que ça ne cesse de se complexifier dans l'approche narrative et le rapport à l'image, le rapport à la narration. Et évidemment, ça a une incidence sur la façon de raconter l'histoire, puisqu'on va parler de séries historiques à un moment donné, j'imagine. Oui. J'ai cru comprendre qu'au tout début, il y avait des séries qui étaient diffusées au cinéma avant les films. Ouais. Tout à fait. Les premiers, les serials, donc ce que j'appelais serials, mais ça dirait, bref, c'est donc petits films. Oui, parce que si tu veux alors là aussi une phrase que j'aime beaucoup, c'est le cinéma est un lieu, la télévision est un meuble. Donc, le cinéma, au départ, c'est un lieu. Et dans les années, dès le départ, en fait, c'est un lieu populaire, dans lequel les gens viennent, c'est pas cher, ils viennent en famille, et pour les faire venir ou revenir, parfois ils vont voir plusieurs fois le même film, et pour leur donner envie de voir la prochaine, tu leur mets, là encore, un héros récurrent. Un film un peu plus court, c'était des courts-métrages des moyens-métrages qui faisaient à peu près une demi-heure, et qui donner envie aux enfants de racheter un ticket et de passer l'après-midi parce qu'il fallait bien leur faire quelque chose, tu vois. Et ensuite, tu avais le film plus long métrage, mais c'était des séances qui duraient un peu plus longtemps. Et il y avait des westerns, il y avait des super-héros, il y avait ces héros de la littérature populaire du 19e siècle qu'on adaptait à l'écran, et des créations aussi pour les super-héros, des bandes dessinées, de l'entre-deux-guerres. Tu disais tout à l'heure que nos façons de consommer les séries a quand même vachement changé depuis l'essor des séries. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu
les grandes étapes ou les séries peut-être marquantes qui ont fait évoluer ce modèle et puis aussi les acteurs économiques au sens du terme qui ont pu justement faire croître ce modèle-là. Là, je pense fort à une plateforme en particulier qui est en train de perdre des abonnés en ce moment, mais Oui, mais il y en a d'autres. il y en a d'autres. Mais c'est ce que je disais au départ. Le cinéma, c'est un lieu, la télévision, c'est un meuble. Donc, on va partir très concrètement. Les séries des années, alors les séries des années 40, on les a perdues parce qu'elles n'étaient même pas enregistrées. C'était vraiment les premières séries, c'est on a mis des caméras dans les studios de radio. Comme tu vois, on met une caméra dans mon bureau et là où je te racontais un truc de radio, et ben ça devient une série parce qu'il y a une caméra. Donc c'était du stream comme on fait maintenant. Et si tu veux, les écrans de télé, c'était à peine plus grand que nos écrans de smartphone, mais c'était du noir et blanc et c'était pas la qualité géniale. Donc encore une fois, ce qui comptait beaucoup, c'était le son plus que l'image. Et puis avec le temps, les écrans sont agrandis. Et puis au milieu des années 60, mais il faut attendre vraiment les années 70 pour que la plupart des gens aient des télé couleurs. La plupart des gens, jusqu'à la fin des années 70, ont 3 chaînes. Et en Europe, c'est des chaînes publiques. Aux États-Unis, c'est des chaînes privées. Et en Grande-Bretagne, c'est un mix des deux, parce qu'ils sont toujours entre les deux. Voilà, donc tu as 3 chaînes que tu changes avec d'abord une espèce de molette où vraiment il faut que tu règles, tu vois, comme les radios. Donc, c'est très compliqué de changer de chaîne. Donc, tu vas passer ta soirée sur une même chaîne. Puis, à partir des années 60, tu commences à avoir des boutons poussoirs. Mais donc, pour changer de chaîne, il faut que tu te lèves quand même pour appuyer sur ton bouton poussoir et changer. Voilà. Donc là aussi, tu le fais pas beaucoup. Donc tu restes quand même assez fidèle à ces grandes chaînes, à ta chaîne préférée, la première chaîne ou la deuxième chaîne en France. Enfin, voilà. À partir des années 80, et c'est là que et tout ça change forcément des choses aussi sur la façon dont tu fais des séries. À partir des années 80, 2 révolutions majeures, la télécommande, là c'est la fin, là tu zappes, et le magnétoscope. Ce qui veut dire que tu passes d'un public captif devant une chaîne de télé et tu passes la soirée et t'avales les pubs et t'avales les programmes qu'on te propose à des téléspectateurs qui deviennent actifs et qui peuvent choisir de regarder en différé, qui peuvent choisir de regarder plusieurs programmes en même temps. Ça les intéresse pas, hop, ils passent à autre chose. Voilà. Et donc, à partir des années 80, les séries qui étaient, on va dire, des années 50 aux années 70, des trucs très classiques, des récits où on te prend par la main du début à la fin, où il n'y a pas tellement de suspense, où on te répète souvent les choses. Enfin, bon, voilà. À partir des années 80, tu vas passer à beaucoup plus de feuilletons pour rendre les gens accros et pour rendre les gens captifs. Parce que c'est plus la télé qui te rend captif, ça va être la fiction. Et c'est Dallas à la télévision. Il y a eu, c'est une évolution qui est un peu plus continue que ça, mais en gros, Dallas, c'est une vraie révolution parce que c'est les techniques du feuilleton qui étaient réservées à la journée au départ, donc à un public plutôt féminin, donc ce qui veut dire que tout le monde s'en foutait. Mais en fait, les narrations étaient déjà très compliquées, qui passent aux séries du soir, et là les gens commencent à en parler, et notamment avec Dallas, tu as le fameux JR, qui est le premier personnage principal que tout le monde adore détester. Tu passes de, là encore pour caricaturer, de Charles Ingalls dans La petite maison à la prairie, le papa qui a toujours raison, qui est toujours gentil, qui s'énerve jamais, etc., à le mec qui est capable de tout et des pires trucs, et tu sais pas de quoi il est capable, et ça va rendre les gens littéralement dingos. Et à partir de là, c'est la liberté des scénaristes, et à partir de là aussi, les séries se mettent à avoir, et les personnages de séries se mettent à avoir une mémoire et un passé, et donc à évoluer.
et des années 80 jusqu'à aujourd'hui, vraiment, tu ne cesses d'avoir de plus en plus de complexité dans la narration et de plus en plus d'éléments feuilletonnants, des genres qui se mélangent, parce qu'avant, c'était très... tu regardais une série western, tu regardais un policier, tu regardais une comédie familiale. À partir des années 80, on se met à mélanger tout ça. Ça rend des séries drôlement intéressantes. Mais ça, c'est aussi possible parce que il y a eu 30 ans d'histoire derrière et que les téléspectateurs, ils savent très bien à quoi s'attendre. Ils connaissent très bien les codes des genres. Et ça, c'est un truc très important aussi pour les séries historiques, dont on va peut-être arriver à parler. Mais voilà, mais c'est cette évolution-là qui va plus vite aux États-Unis qu'ailleurs, mais finalement, tous les autres pays finissent par rattraper ça et avoir ce même genre de comportement. Et à partir des années 80, la télévision dans le monde, c'est une télévision avec une télécommande et de plus en plus souvent un magnétoscope à partir des années 90. Et l'arrivée des plateformes en ligne, pour le coup, ça va bouleverser encore le... Et alors, l'arrivée Alors, il y a d'autres... à partir des années 80 et 90, surtout pour la France, mais 80 pour les États-Unis, tu as l'arrivée du câble. Et donc, tu passes de 3 chaînes à, fin des années 90, 300. Plus une télécommande, plus... Enfin, voilà. Donc, tu as la multiplication des chaînes, donc la dispersion du public. Donc là où avec 3 chaînes, il fallait que tu fasses des trucs susceptibles de plaire à tout le monde, donc tu faisais de la glace à la vanille, tu peux te permettre de faire de la glace à l'avocat avec un twist de machin et en fonction de ton public. Donc ça change aussi, et ça change aussi le propos des séries qui peuvent être beaucoup plus des séries de niche, des séries pour telle ou telle communauté, pour tel ou tel public, voilà. Et enfin, effectivement, dernière révolution, c'est à la fois la Peak TV et les plateformes. Moi, je te parle d'un temps où il était encore possible de regarder toutes les nouvelles séries américaines, grâce à cousinDamérique.com, évidemment. Mais jusqu'au début des années 2010, je voyais toutes les nouveautés. Après, je ne les regardais pas toutes au long de la saison, mais j'étais capable de tout regarder. Maintenant, c'est devenu totalement impossible. Donc, on est passé à l'ère de la Peak TV, où rien que pour les séries américaines, t'en as plus de 400 nouvelles séries par an. Ah ouais. Plus tu rajoutes avec les plateformes des séries du monde entier. Enfin, bon, voilà, donc c'est totalement dingo. Donc là, il y a le nombre de séries qui a très largement augmenté, et la délinéarisation. C'est-à-dire que, là encore, les séries maintenant sur les plateformes sont disponibles pour la plupart d'un coup. Tu as la saison entière. Donc, tu as un bouquin, en fait, que tu lis au rythme que tu veux. Et ça change aussi l'expérience du téléspectateur. Et ça fait que, là encore, il faut ajouter des trucs de binge, il faut garder les téléspectateurs le plus longtemps possible. Et puis, tu sais plus quoi choisir, quoi. Enfin, t'as une telle offre que c'est compliqué. Et c'est compliqué aussi d'avoir des conversations. À part, effectivement, Game of Thrones, tu vois, qui, dans les années 2010, a réussi à continuer à occuper les réseaux sociaux, à faire du teasing, à faire de... T'as plus vraiment... voilà, tu vas choper sur Twitter, ah tiens, machin, il parle de ça, je vais aller peut-être aller regarder tout ça, mais t'as plus... En tout cas, c'est très rare d'avoir vraiment un truc dont tout le monde parle à un moment donné et qui va emporter tout le monde en même temps. Et c'est ça... voilà, c'est ça qui disparaît avec la délinéarisation, c'est ce truc on regarde tous ensemble. Et d'ailleurs, les plateformes y reviennent. Maintenant, ils te proposent, ouais, allez, regardez tous ensemble. Et avec le confinement, c'est un peu revenu aussi, voilà, ce besoin de regarder les choses tous ensemble. Et c'est pour ça que, finalement, la télé-réalité ou le sport restent des rendez-vous qui continuent à rassembler des gens, parce qu'il y a ce côté direct. Et ce côté aussi de, tiens, on va commenter L'amour est dans le pré sur Twitter tous ensemble.
Voilà, si tu le regardes en avance sur Salto, bah t'es pas dans le truc. Donc c'est voilà. Ouais, c'est clair, le côté communautaire est vachement important, enfin c'est évident. Comme dans le jeu vidéo, je suis resté pendant des années sur World of Warcraft, alors que en fait je jouais plus, quoi, je discutais juste quand j'étais connecté. Oui, et c'est pour ça que tu vois que je pense que Twitch aussi c'est important parce que ça permet aussi, voilà, de regarder un truc tous ensemble en même temps. Un truc que tu choisis, donc c'est vraiment une adaptation de la télévision, du direct, mais aux réseaux sociaux et à ces choses plus communautaires. Voilà, mais donc c'est ça qui est passionnant, parce que si tu veux, tu peux pas et c'est en ça qu'on fait de l'histoire. Si tu veux, tu peux pas désolidariser le fond de la forme et ce que tu regardes, de comment tu le regardes, dans quelles conditions, sur quel type d'écran, sur quel type d'appareil. Et c'est pour ça que, enfin voilà, on fait aussi de l'archéologie des médias quand on fait de l'histoire des médias. Et mes premières séries, tu vois, je me les faisais littéralement envoyer par la poste en cassette VHS. Les épisodes de China Beach, voilà, c'est comme ça, c'est un type que j'avais trouvé, que j'ai jamais rencontré, et qui m'a envoyé des cassettes vidéo par la poste, quoi. J'ai ce souvenir en tout cas de commander, non pas des séries mais des films que je recevais par la poste avec mon père quand j'étais gamin. Et Netflix a commencé comme ça, c'était un système d'envoi de DVD par la poste au départ. Avant de passer peut-être à l'histoire dans les séries, alors ceux qui n'ont pas vu la série, vous bouchez les oreilles, bon peut-être que ça se trouve tu l'as pas vu, donc on n'en parlera pas, mais est-ce que tu as eu l'occasion de voir WandaVision ? Parce que justement, il y a un côté très méta dans l'histoire des séries que moi j'ai adoré. Ouais. Peut-être que tu peux expliquer très très succinctement le principe de chaque épisode. J'ai adoré aussi. Donc WandaVision, donc ça fait partie du métaverse, du MCU, etc. Un truc très très compliqué. Mais bref, c'est une série qui rend hommage à ces sitcoms familiales qui ont effectivement évolué avec le temps, et l'intelligence de WandaVision, c'est que l'évolution du genre de la sitcom familiale correspond à l'évolution de son mariage, de sa relation avec son mari, en fait. Et donc, effectivement, dans les années 50, tu commences, tout le monde même c'est en noir et blanc, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, les voisins sont gentils, on se sourit, on vit dans ces banlieues des années 50 avec les pelouses manucurées, on est parfaitement habillé, parfaitement coiffé et tout. Ensuite, donc, elle passe dans les années 60, donc la couleur arrive. Je crois que c'est là qu'elle commence à avoir des gamins, et donc tu as les problèmes de gamins qui braillent et de couches à changer, voilà. Et à partir des années 70, donc les gamins deviennent un peu plus grands, et là il commence à y avoir un peu des dissonances dans le récit et dans cette image de famille parfaite, parce qu'on se rend compte que se passe peut-être des trucs un peu dans cette banlieue parfaite. Et à partir des années 80, là, ça commence vraiment à devenir complexe et à devenir méta, parce que les séries aussi sont devenues méta à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elles étaient conscientes d'être des séries. Et donc, le mari devient lui aussi conscient d'être le personnage d'une série. Alors, on ne sait pas trop qui écrit cette série, on ne sait pas trop encore. Voilà. Et moi, j'ai adoré, mais c'est une série qui forcément, ça adresse. Mais c'est ça aussi la force de ce type de narration. Je vais diriger là, à partir de la rentrée une thèse sur les super-héros. Mais ces narrations super-héroïques ou ces grandes narrations populaires, c'est qu'elles sont en fait compréhensibles à des tas de niveaux de lecture. Et que même si tu n'as jamais vu de séries des années 50, tu comprends un peu ce qui se passe, et du coup tu peux avoir aussi envie d'aller voir ces séries-là et à quoi ça fait référence. Enfin, c'est des circulations comme ça, mais ouais, WandaVision, évidemment, enfin voilà, c'était la série pour moi, mais il y a l'avantage des séries américaines, c'est qu'elles ont une mémoire. Ce qu'il y a beaucoup moins, même si c'est en train de venir dans les séries françaises. Attention, il ne faut pas faire de la caricature.
Voilà, les séries françaises. Tu veux dire qu'elle s'auto-référence moins? Enfin, elle se référence moins entre elles? Oui, oui. Et surtout, il n'y a pas de rediffusion des vieilles. Enfin, maintenant avec la TNT un peu plus. Mais si tu veux, aux États-Unis, I Love Lucy, qui est la série mythique, série familiale des années 50, là, il y a eu un truc sur Amazon Prime avec Nicole Kidman, justement, qui s'appelle Being the Ricardos et qui raconte en fait la fabrication de cette série. Cette série continue d'être diffusée à la télévision américaine régulièrement, en journée sur des chaînes câblées, bien sûr, mais ça fait partie d'un patrimoine Belphégor. Je suis pas sûre que ça a été rediffusé, tu vois, à la télévision française ou des choses comme ça, tu vois. C'est les Dames de la Côte, enfin les gens de Mogador, les Saintes-Chéries, enfin il y a plein de choses, l'homme du Picardie. mais c'est dommage parce que du coup les séries françaises, encore une fois, c'est en train de changer, mais elles réinventaient la roue à chaque fois, quoi. Et elle considérait que les téléspectateurs n'avaient pas de mémoire. Or, ils en ont une, quoi. Et c'est ça qui permet aussi aux histoires d'évoluer et de changer tout ça. Parlons justement histoire et série. Et on va revenir aussi peut-être sur une définition, comme on a commencé sur les séries. C'est quoi une série historique? Parce qu'en fait, ça peut vouloir dire plein de choses. Si tu veux faire très large, une série historique, c'est une série qui se situe dans le passé. Voilà. Et dans un passé qui a existé, parce que si le passé n'a pas existé comme Game of Thrones, t'es dans la fantasy. Et si ça se passe dans le futur qui n'existe pas encore, t'es dans la science-fiction. Donc, t'es de toute façon dans un type d'histoire qui se déroule dans un environnement qui n'est pas le tien. Voilà. Donc, de façon très large, c'est ça une série historique. Donc, c'est une série qui se déroule dans un passé qui a existé, ou en tout cas qui pourrait être le tien, où il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de... voilà. Après, moi, je distingue ce que les Britanniques appellent les period dramas, les drames en costume, des historical dramas, donc des drames historiques, des séries historiques. Pourquoi je distingue les deux? Parce que là encore, donc tu racontes une histoire qui se passe ailleurs. À quoi te sert cet ailleurs? À quoi te sert ce passé? Est-ce que c'est juste comme dans Rain, tu vois, pour mettre des meufs de Gossip Girl en crinoline et en corset? Bon. Ou est-ce que c'est pour raconter vraiment Anne Boleyn, raconter vraiment la Renaissance, raconter vraiment les guerres de religion, voilà. Donc c'est vraiment la place que tu accordes à ce passé, justement. Est-ce que c'est ton sujet ou est-ce que c'est ton décor? Et évidemment, tu as plein de degrés dans tout ça. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que et c'est là que la réflexion en fait sur une série historique devient aussi forcément une réflexion sur ce qu'est l'histoire et c'est pourquoi tu racontes le passé. Et en l'occurrence là, tu fais pas que le raconter, c'est que tu le montres aussi, tu le reconstitues. Et c'est la grande différence entre l'écriture de l'histoire et le fait de filmer un truc historique. C'est-à-dire, si je sais pas la couleur de cheveux d'Anne Boleyn, ou si je sais pas si elle avait des lacets à ses chaussures ou pas, c'est pas grave, je l'écris pas. Mais si je fais une série historique où mon personnage c'est Anne Boleyn, je ne peux pas ne pas savoir ou ne pas décider quelle est la couleur de sa robe, comment elle s'attache, où est-ce qu'elle s'arrête, le décolleté, comment est-ce qu'elle est maquillée, comment est-ce qu'elle est coiffée, comment elle parle, comment elle marche, enfin, tu vois, et donc là, évidemment, tu es plus encore, mais l'histoire c'est ça, tu es plus encore confronté au silence des sources. Parce qu'il y a plein de choses que tu n'as pas. Et même si, je reprends cet exemple-là parce que je le fais en cours à chaque fois et je le maîtrise très bien,
les dernières paroles d'Anne Boleyn avant qu'elle soit décapitée le 17 ou 19 mai 1539 de mémoire. On sait ce qu'elle a dit parce qu'il y a 4 ou 5 mecs qui ont recopié ses dernières paroles. Donc, et il n'y a pas trop de différence entre les deux, donc on sait ce qu'elle a dit. Mais on ne sait pas sur quel ton elle l'a dit, on ne sait pas pourquoi elle l'a dit. Et ça, dès que tu fais de la reconstitution historique, dès que tu fais de la mise en scène, c'est là que tu interviens, parce que comment tu fais dire à l'actrice ces paroles-là, comment tu la filmes, comment tu montes le truc, et ben, ça va donner un sens différent à ces paroles. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est là qu'à mon sens, les séries historiques ou même les films historiques, mais je reviendrai sur la spécificité des séries si tu veux bien, mais c'est là que comparer plusieurs reconstitutions fictionnelles et avec des images et du son, ça permet de comprendre ce que c'est que l'histoire et ce que c'est que le rapport aux sources. C'est que, et ça c'est fondamental, les traces du passé, elles ne sont que des traces. On ne voyage pas dans le temps, on ne sait pas comment les choses se sont passées exactement. Voilà, on sait qu'il y a des choses qui se sont passées. Voilà, on essaye de comprendre pourquoi elles se sont passées comme ça, mais il y a plein de choses qui ont disparu parce qu'on n'était pas là, et même quand on est là, on n'est pas forcément d'accord entre nous sur ce qui s'est vraiment passé ou pourquoi les choses se sont passées. Donc, voilà, et analyser des séries historiques ou des films historiques, pour moi, ça permet aussi de comprendre ça, d'avoir ce regard critique plus facilement que vis-à-vis d'un texte. Enfin, plus facilement, en tout cas différemment. Et il y a une période comme ça qui a donné lieu à pas mal de séries qui pourraient être intéressantes, où tu t'es dit, bon, ça c'est clairement une période historique qui a été surexploitée, et c'est drôle parce que vraiment on a 10 000 points de vue différents, quoi. La Seconde Guerre mondiale, c'est mon travail d'AGR. La Seconde Guerre mondiale, c'est le sujet où tu as le plus de livres d'histoire, où tu as le plus de romans, où tu as le plus de films et où tu as le plus de séries. C'est vraiment, c'est le mythe de notre période contemporaine. Et c'est le truc qui fascine. Enfin, dès que tu fais une vidéo où il y a nazi dedans, voilà. Sur Facebook, en tout cas, ils me disent que sur les stats, il faut que je continue à faire des vidéos Seconde Guerre mondiale. Mais... Voilà. Voilà. Mais parce que c'est une histoire géniale. Voilà, et donc c'est pour ça que mais j'avais commencé à travailler sur la guerre du Vietnam. J'ai travaillé aussi sur la Première Guerre mondiale, là sur la Seconde. Les guerres m'intéressent particulièrement parce que c'est l'événement historique par excellence, parce qu'il se passe des trucs, parce que tu as des enjeux dramatiques de vie, de mort, enfin tu as plein de choses qui se passent. Et dans une série, et c'est là aussi que ça m'intéresse, les séries, l'histoire et plus précisément les séries et la guerre, c'est parce que contrairement à un film, là encore, un film ça dure 2 heures, 2 heures et demie, 1 heure et demie, bon bref, 3 heures max, mais c'est une durée relativement courte. Une série, ça peut durer des centaines d'heures. Et on va évidemment parler du Village français, sur laquelle j'ai énormément travaillé. Donc, un Village français, c'est 72 fois 52 minutes. Donc, c'est plus de 60 heures pour te raconter la Seconde Guerre mondiale. Bien évidemment, c'est beaucoup plus court que la Seconde Guerre mondiale, mais c'est déjà beaucoup plus long qu'un film. Et à partir du moment où tu entres dans une narration longue, tu entres dans un médium qui est la série télé, donc il y a moins de sous, qui est moins dans le spectaculaire que le cinéma, parce que tu cherches pas à attirer les mêmes téléspectateurs et c'est pas le même spectacle que tu proposes. Tu rentres dans quelque chose de plus quotidien, tu rentres dans quelque chose de plus intime, et du coup tu rentres aussi dans une forme de narration de l'histoire qui est plus proche
de ce qu'on fait aujourd'hui, où en gros, tu peux t'éloigner du roman national à des degrés divers pour rentrer dans la complexité, dans les gens ordinaires, dans la place des femmes, des minorités, des relations qui évoluent, qui changent. Voilà, tu es plus obligé de raconter juste une histoire d'amour et tu t'arrêtes à ils se marient et ils ont beaucoup d'enfants. Là, voilà. Au début de ton propos, tout à l'heure, tu disais qu'effectivement, pour accrocher les gens à un récit, il fallait se servir de ce qu'ils connaissent. Donc, d'utiliser des clichés pour leur raconter une histoire. Donc, tu penses que toi, justement, les films sont beaucoup plus sujets à subir ces clichés que les séries qui peuvent prendre le temps de les démonter, ou en tout cas de les représenter, mais de façon plus nuancée? Alors, je pense que les clichés, il y en a dans les deux cas, mais effectivement, la série permet d'avoir le temps de les démonter. Je vais prendre un exemple parce que ça a été demandé sur Twitter, donc à la demande générale, je vais parler de Rome. Rome, dans le premier épisode, t'as Vercingétorix. Et t'as Vercingétorix avec un casque à cornes et des moustaches. Et là, évidemment, t'as tous les spécialistes des Gaulois. Quoi, comment, etc., etc., voilà. Mais tu es dans le premier épisode. Et si tu veux que mettre tes téléspectateurs dans ton truc, on est dans la Rome antique, on est avec des légionnaires, on est avec Jules César, il a franchi le Rubicon, voilà, et il ramène donc Vercingétorix et d'autres à Rome. Il faut qu'on le reconnaisse tout de suite. Donc il lui faut des moustaches et un casque, machin. Après, dans la deuxième saison, quand Cléopâtre arrive, là, comme ton truc est installé, que les téléspectateurs, ils savent, voilà, là, Cléopâtre, tu lui mets les cheveux courts comme moi, tu la représentes un peu moyen-orientale, voilà, on ne sait pas trop, et tu en fais une héroïnomane parce que tu peux t'amuser. Et elle a un petit nez. Voilà, si tu la mets dans le premier épisode, bah, il faut qu'elle arrive comme Elizabeth Taylor, tu vois. Donc, c'est là que... Voilà, c'est là que les clichés, et y a eu des questions, je crois, sur Twitter ou quoi, sur le réalisme. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent aussi, que le réalisme, c'est pas la réalité. Le réalisme, ce sont des conventions que l'on prend pour plus réaliste, plus authentique. C'est-à-dire que si tu veux que ton truc ait l'air un peu authentique, bah, tu vas faire une lumière qui va ressembler à une lumière à la bougie, un truc un peu dégueulasse. Dans Rome, tu vas mettre de la poussière dans les rues, tu vas mettre de la boue, de la sueur, etc. Parce que ça, pour un téléspectateur d'aujourd'hui, ça va paraître plus réaliste. Mais c'est pas parce que ça apparaît plus réaliste que c'est la réalité. Ça reste de la mise en scène et ça reste super bien filmé. Et il y a un type qui a mis la boue là où il fallait, comme il fallait. Voilà. Et cette boue, c'est une boue de 2005 et pas du tout voilà, une boue antique ou quoi que ce soit. Donc, tu restes dans la reconstitution et dans l'artifice. Mais ces artifices correspondent à des codes et des conventions qui vont être perçus comme réaliste par un certain public et irréaliste par un autre public. Et aujourd'hui, sur Netflix, tu peux regarder des séries historiques coréennes et là, tu vois que les codes sont pas du tout les mêmes. Les codes de réalisme et de narration, etc. Ça n'empêche pas que le récit peut être super intéressant aussi. Mais voilà, toujours une mise en scène quelle qu'elle soit, une narration, elle correspond à des codes, sinon elle n'est pas compréhensible. Non seulement elle correspond à des codes, mais elle est aussi très anglée par les scénaristes qui peuvent lui faire dire ce qu'ils veulent, en fait. Oui, bien sûr. C'est le propre du scénariste. Et justement, c'est là que la responsabilité du scénariste entre en jeu. À quel point tu joues avec la réalité historique. Et à quel point aussi, à mon sens, tu montres que tu joues. Parce que moi, ce qui me fait vraiment marrer dans les séries historiques, c'est quand elle joue avec toi, elle te montre l'histoire en train de se faire. Par exemple, tu vois, dans une série qui est ultra codifiée, Les Tudors,
Showtime, machin, Henri VIII, jouer comme une rockstar, on te vend du sexy, du soap, du machin. Bon, le réalisme historique en prend un coup. Il n'empêche que dans cette série, on te montre aussi que, par exemple, Thomas Cromwell, donc un des conseillers principaux d'Henri VIII, lorsqu'il écrit à Henri VIII ou lorsqu'il écrit au pape, n'écrit pas ce qu'il pense réellement. Et donc, tu as aussi une mise en scène des conditions de production des sources historiques. Et là, moi, je trouve ça génial. Voilà, après, tu peux passer complètement à côté, mais c'est voilà, c'est ces moments-là, et c'est pour ça que je kiffe Un village français, parce qu'un village français ne cesse de te rappeler qu'il s'agit d'une fiction, et joue avec ce que tu sais, avec tes codes, etc., et te rappelle qu'on est face à l'événement historique qui a été le plus raconté, re-raconté, réécrit, transformé, et instrumentalisé à des fins politiques, évidemment, des années 40 jusqu'à aujourd'hui. Mais parce que ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, quand on commence à parler de séries historiques, commencent à monter sur leur grand chou en disant oui, mais ça c'est pas historique dans la série, ou bidule, ou machin, nanana. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là, et comment on fait par exemple avec un village français qui peut avoir un propos politique pour essayer que ça tombe pas dans des mauvaises mains, si tu veux tu vois, qu'il y ait une récupération derrière politique, ou une interprétation qui était peut-être pas celle que voulait l'auteur au départ, ou voilà. Alors oui, pour bien connaître en l'occurrence l'auteur de la série, il est suffisamment conscient pour savoir qu'à partir du moment où tu écris un truc, il t'appartient plus. Oui. Et c'est là aussi, si tu veux, l'interprétation littéraire. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que dans un texte, tu ne dois pas chercher uniquement ce qu'a voulu dire l'auteur. Parce que le sens qu'il y a dans un texte, c'est bien plus riche que ça. Et ça dépasse l'auteur. Si tu veux, moi, dans Un village français, je lis Paul Ricoeur. Donc toutes ces réflexions sur le temps, le récit, etc., machin. Quand je vois Un village français, je me dis mais c'est Ricoeur, c'est trop bien. J'en parle au scénariste, il me dit non, je l'ai pas lu. Bon, ça n'empêche que ce sont des réflexions sur l'histoire, etc., qu'on peut voir dedans, et on peut faire comprendre Paul Ricoeur avec des extraits du village français. Donc l'œuvre, elle dépasse son auteur, et elle dépasse les intentions de l'auteur, et c'est pour ça que c'est des œuvres. On passerait pas des heures dans les musées à regarder des portraits de bonnes femmes mortes depuis 150 ans, 500 ans, 600 ans, s'il n'y avait pas autre chose derrière. Voilà, donc ça, première chose. Qu'est-ce que c'était ta question ? Pour l'instrumentalisation politique. Ça, le passé ne sert qu'à ça. Et traditionnellement, pourquoi est-ce qu'on se raconte des histoires ? Pour donner un sens au monde, pour donner un sens à ce qui s'est passé, et pour donner un sens à ce qu'on est en train de vivre. Et c'est... Voilà. Donc, moi, je trouve que la fiction a cet avantage-là de ne pas prétendre être la vérité. Et du coup, je trouve ça finalement plus safe, tu vois, que un documentaire pour une vidéo YouTube qui va prétendre te dire la vérité, mais qui peut se tromper pour des bonnes et des mauvaises raisons, si tu veux. Mais voilà, mais tout discours, si tu veux, et c'est là aussi qu'on revient à la démarche historique. Dès que tu es face à un discours, que ce soit de la fiction, que ce soit un truc qui prétende être de la réalité, une trace historique, un truc, machin, il faut exercer ton esprit critique, c'est-à-dire remettre dans le contexte qui dit ça, quand, pourquoi, à qui ça s'adresse. C'est la fameuse dense, date, auteur, nature, contexte, enjeu. Et ce n'est que quand tu as compris ça que tu peux donner un sens au document face auquel tu es. Donc l'histoire, ça sert à ça surtout.
et pas juste à dire gna, 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 ça s'est pas passé comme ça. Ça suffit pas. La démarche critique, elle est bien plus intéressante, je trouve, que de chercher les erreurs ou de compter les boutons de guêtre, pour reprendre une expression classique. Est-ce que tu penses que les séries historiques c'est un des genres qui cartonne le plus? En fait, ce que je me dis, c'est que quand on prend Rome, par exemple, c'est une série dans laquelle a été investi énormément de pognon. C'est parce qu'ils pensaient quand même que ça allait marcher. Mais même avant ça, marché, ouais. avant ça, il y a quand même eu Band of Brothers. Ouais, bien sûr. Et avant Band of Brothers, c'est le soldat Ryan. Il y a les deux genres qui marchent le mieux, et c'est vrai en littérature, et c'est vrai à la télévision, c'est le policier et l'historique. Pourquoi ? Parce que ça parle de la mort. Ça parle ça parle de gens qui sont morts. Et c'est notre grande angoisse, donc c'est ça qui marche. Tu veux choper le criminel, et tu veux savoir comment les gens avant toi ont vécu, parce que ça rassure de savoir parce que s'il y a eu des gens avant, tu te dis que peut-être il y aura des gens après, et que voilà. Donc il y a ce côté-là très très existentiel. Donc l'histoire, ça marche, bien sûr que l'histoire, ça marche. Et puis en plus, tu as ce côté exotique, à la fois exotique et familier, parce que la SF, ça marche aussi très 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 bien, mais c'est un truc un peu plus compliqué, et tu peux être un peu rétif aux vaisseaux spatiaux et au maquillage un peu chelou. En tout cas, moi, c'est mon cas. Mais en revanche, le passé... Comment ? Tu ne regardes pas Stargate ? Moi, je suis Battlestar Galactica, justement. Ah, ça va alors. Mais parce que c'est une série historique, en fait. Mais bref. Et donc, si tu veux, le passé, ça a l'avantage d'avoir ce côté rassurant de, effectivement, je vais retrouver des images que je connais. Je vais retrouver des choses que je connais qui font partie de l'enfance, qui font partie de trucs appris à l'école, appris par les grands-parents, les belles robes, Louis XIV, machin, tout ça. Et en même temps, c'est pas moi. C'est mes grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Donc, je peux regarder leurs histoires sans que ça me parle trop directement. Et c'est ça qui plaît aussi, c'est ce côté, je vais découvrir, je vais à la fois m'échapper et découvrir et apprendre des choses. Et c'est un genre qui marche extrêmement bien. Et après, là encore, tu as des trucs de genre. Soit tu vas prendre les gens dans le sens du poil et leur faire du roman national et des belles robes et des machins et des trucs, et puis du sexe et de la violence. Ça marche tous les coups. Soit tu vas faire un truc où justement, avec HBO, donc sexe et violence bien sûr, mais tu vas aussi déjouer les clichés. Parce que Rome, oui, il y a eu le travail d'archéologue, un travail historique, etc. Mais c'est surtout aussi une revisite d'un genre cinématographique qui est le péplum. Et vous connaissez les péplums, vous aimez les films de gladiateurs, on va vous mettre des gladiateurs, mais comme vous les avez jamais vus. Et c'est ça qui fait que la promesse, elle marche. Et après, ils ont fait ça avec le western, ça a été Deadwood, et ils ont fait ça avec plein de genres, tu vois, ils ont revisité le film de gangster, c'était Les Sopranos. C'est pas une série historique, mais c'est un genre qui a été revisité. Et c'est ça qui a fait que les séries HBO ont cartonné. Parce que précisément, elles s'appuyaient sur, encore une fois, des codes connus de leurs téléspectateurs, avec un twist, avec de la revisite, tu vois. C'est Top Chef, mais en série télé. Tu as intéressé beaucoup de gens dans le chat avec Battlestar Galactica est une série historique. Alors moi je sais que j'ai vu que la la nouvelle Battlestar Galactica et qui a été produite dans un contexte post-attentat et qui du coup se repose vachement dessus. C'est de celle-là que tu parles ou de celle d'avant ? C'est de celle-là que je parle. C'est de la série de 2004. La réponse la plus simple, ce serait de spoiler la fin, mais je vais pas le faire. Voilà. Mais donc, pour les gens qui ont vu la fin, ils comprennent ce dont je parle. Et pour ceux qui n'ont pas vu la fin, c'est aussi une série. Donc, c'est une série qui a été
c'est un remake post-11 septembre où donc il y a le terrorisme, la guerre contre la terreur, les attentats suicides qui sont vraiment très présents. Et dans la saison 3, sur laquelle j'ai particulièrement travaillé, le début de la saison 3 qui se passe dans un contexte d'occupation, avec des résistants, avec des collaborateurs, c'est une revisite de l'histoire de France par un scénariste australien dans une série américaine, qui est extrêmement intéressante parce que là encore, tu reconnais Pétain, tu reconnais Laval, tu reconnais les résistants, mais comme ils t'ont changé le contexte, du coup, tu revois les choses différemment. Il y a des personnages auxquels tu t'étais attaché qui sont des collabos. Les résistants vont commettre des attentats suicides avec des ceintures d'explosifs. Et donc là, voilà. Et c'est ce genre de dissonance cognitive et de reprendre des éléments historiques que tu connais et de les réagencer autrement qui provoque la réflexion. Et à partir du moment où tu provoques la réflexion, pour moi, c'est gagné. Enfin, c'est à ça que sert la fiction aussi, à nous sortir du trop connu, du trop familier, et voilà, et à nous permettre de réinterroger des choses qu'on pensait savoir. Mais donc une série historique, ça n'est pas qu'une série qui se passe dans un cadre historique. Et non, et c'est ça dont j'ai parlé avec Nicolas Charles sur Histoire en série, teaser la semaine prochaine, Histoire en série, Papa Schultz. Papa Schultz n'est pas une série qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Papa Schultz est une série qui parle de la guerre froide et des années 60. Parce que c'est une série qui a été produite dans les années 60. Et c'est pas parce que tu mets des costumes de la Wehrmacht et des croix gammées et que tu fais croire qu'ils sont dans un stalag que ça parle de la Seconde Guerre mondiale. C'est un film, n'importe quoi, un film, une série, etc., même s'il prétend te parler du passé, et ben, te parle toujours du présent et du moment où il a été produit. Et c'est ça qui est très compliqué aussi quand tu travailles sur l'histoire des représentations et sur l'histoire des représentations du passé. Je dis ça pour les futurs étudiants en master ou en thèse, c'est que quand tu travailles sur Papa Schultz, non seulement tu dois connaître la Seconde Guerre mondiale, mais tu dois connaître aussi le contexte des États-Unis dans les années 60. Et c'est qu'avec ces deux contextes-là que tu arrives à donner du sens. Voilà, si on parlait d'une série contemporaine des années 60, série familiale de base, tu te contentes du contexte des années 60. Tu n'as pas besoin de rajouter la Seconde Guerre mondiale. Mais sachant que ça a provoqué aussi des réactions sur la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il me semble qu'autour de Papa Schultz, il y a eu des questions sur est-ce qu'on a le droit de représenter ce genre de camp ou pas, et il y a même eu des justifications de la part de certains acteurs qui ont dit, mais oui, mais parce que je crois qu'il y a une bonne partie du casting qui est juif ou qui a été survivant de camp. Ou... Alors, tous les acteurs qui jouent des Allemands sont juifs. Alors, celui qui est vraiment nazi est un juif américain, mais ceux qui sont de la Wehrmacht sont des réfugiés, parce que donc c'est une série qui commence en 65, donc on est 20 ans après la fin de la guerre, et donc la plupart de ces acteurs-là sont arrivés aux États-Unis dans les années 30. Et tu as même un rescapé de Buchenwald, et qui ne le disait pas à l'époque, mais celui qui joue le français, donc Louis Lebeau, est interprété par Robert Clary, qui est effectivement un acteur d'origine française, mais dont les parents sont juifs polonais, et qui a passé 3 ans à Buchenwald entre 13 et 16 ans, et qui ne doit sa survie qu'à ses capacités d'entertainer, donc d'acteur, et donc il faisait déjà rire ces geôliers nazis, et c'est comme ça qu'il a survécu. Et après, il est devenu acteur dans cette série. Donc tu as un côté très cathartique, évidemment que ça n'a rien d'anodin que ce soit des juifs qui se moquent des nazis. Malgré tout, ça se passe dans un camp qui est un camp de prisonniers de guerre, et il n'est absolument pas question, et à aucun moment, de la Shoah. Il n'y a pas le mot juif n'est prononcé dans aucun des 168 épisodes. Ça n'existe pas. Parce que de ça, tu rigoles pas. Mais de te moquer de deux soldats allemands qui ressemblent en plus à Laurel et Hardy, voilà,
Ça marche très très bien et ça a un côté effectivement cathartique et c'est vraiment tous ces films aussi des années 60, tu vois, de La Grande Vadrouille jusqu'aux 12 salopards, De l'or pour les braves, etc. Où là encore, c'est pas des nazis, c'est des types en costume auxquels tu vas casser la gueule et c'était des Indiens dans les westerns et ça devient là des nazis parce que c'est le film d'action, mais t'es absolument pas dans un truc réaliste, mais malgré tout, t'es dans un truc cathartique et un truc qui permet aussi, dans le contexte de guerre froide et dans le monde libre, de dire finalement on a bien rigolé, finalement cette guerre c'est pas si grave et finalement on peut refaire du business avec les Allemands de l'Ouest parce que eux, les pauvres, ils ont rien fait. Si ils tendaient pas le bras, ils étaient envoyés sur le front de l'Est, puisque c'est ça que raconte Papa Schulz. Donc malgré tout, on fait tous partie du même monde. Et les méchants, ils sont forcément en Allemagne de l'Est, voire plus loin, tu vois, en URSS. Et c'était bien pratique d'avoir deux Allemagnes. Ça permettait aussi de se réconcilier, de faire la guerre et de faire la paix, pardon. Et c'est ça aussi. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans les réécritures de la guerre. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à travailler sur la guerre du Vietnam, parce que pour moi aussi, re-raconter, ça sert à faire la paix. Re-raconter la guerre sert à faire la paix. Raconter son traumatisme au sens individuel ou au sens collectif, ça permet de le mettre à distance, de lui donner du sens et de te dire finalement c'est pas si grave. Et c'est pour ça que les Américains ont pu refaire la guerre, tu vois, après la guerre du Vietnam, parce qu'ils ont eu Rambo au milieu qui leur a dit Justement, je ne sais plus dans quelle émission on en avait parlé, mais c'est vrai que les Américains ont très vite parlé de la guerre du Vietnam en fait. Alors qu'en France, par exemple, encore aujourd'hui, on a quand même beaucoup de mal à parler de la guerre d'Algérie, alors que on a fait quelques films, mais alors, c'est pas. On n'a pas de mal à parler de la guerre d'Algérie. Le problème, c'est qu'on n'entend pas. Moi, j'ai dirigé des masters là-dessus, des films sur la guerre d'Algérie, des documentaires sur la guerre d'Algérie. Tu en as tous les ans. Des bouquins sur la guerre d'Algérie, tu en as des pelletés. Le problème, c'est qu'on n'a pas un récit qui nous mette tous d'accord. Ouais. On n'a pas le journal d'Anne Frank, tu vois, qui est le truc qui permet de dire « Ah, la pauvre petite, etc. » finalement, et de tuer les Juifs, c'est mal parce qu'on a tué cette gamine-là. Voilà, on manque effectivement de ce fameux roman national, récit national, d'un truc qui nous mette tous d'accord, parce que les récits de la guerre d'Algérie, t'en as plein. Candidats à l'élection présidentielle qui ont fait leur succès là-dessus. Voilà, la mémoire pied noir, elle existe. La mémoire algérienne aussi officielle de la guerre, elle existe. Voilà, la mémoire officielle de la France vis-à-vis de ça, très compliquée. Voilà, donc on n'a pas de récit commun sur cette guerre-là. Et c'est ça qui effectivement accroche et qui fait que du coup, on n'entend pas. Parce que là encore, tu vois, on revient sur les clichés et sur... voilà, si tu veux être entendu, il faut que tu prennes ton auditoire dans le sens du poil. Si tu commences à lui parler d'un truc qu'il n'a pas envie d'entendre, il ne t'écoutera pas. Et ça a été le cas tu vois, les Juifs ont témoigné de ce qu'ils ont vécu, mais dès la fin de la guerre. Mais simplement, il a fallu 30 ans pour qu'on se dise « Ah oui, quand même, les pauvres ». Tu vois, mais ça a mis 30 ans. Voilà, donc c'est un... Donc on en parle de la guerre d'Algérie. Mais seul le temps permettra de peut-être. Je sais pas. Mais pour l'instant, on n'a pas. Et ça passe aussi probablement par la fiction, parce que la fiction permet de générer des émotions, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être de la série, ça peut être, tu vois, le journal d'Anne Frank, c'est de la littérature. Et puis Holocauste, en 78, c'était une série télé. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais voilà, c'est la bonne œuvre au bon moment. Encore une fois, tu vois, c'est ça qui est toujours
le contexte, la date, la nature, le contexte est effectivement l'enjeu. Voilà. Et pour l'instant, effectivement, on l'a pas. Je ne sais pas si on l'aura. Je suis historienne, moi, je vois pas l'avenir, mais c'est ça qui manque. C'est clairement ça qui manque. Tout à l'heure, on parlait de Papa Schultz. Moi, quand j'étais gamin, je regardais aussi Les Têtes brûlées. C'était des séries qui étaient rieuses. Hein. Comédie et histoire, c'est un bon cocktail? Alors, c'est compliqué. Comédie et histoire. Pour reprendre l'exemple de Papa Schultz, si tu veux, la sitcom classique américaine, et c'est là que WandaVision est extrêmement intéressante aussi, c'est que tu es dans une situation bloquée. C'est que dans les 168 épisodes de Papa Schultz, ça commence toujours par le colonel Klink qui se vante que personne ne s'est jamais évadé de son camp. Et à la fin de l'épisode, tu as au moins une personne, et parfois plus, qui s'évade du camp. Et le camp qui explose, des trucs, il se passe plein de trucs. Et malgré tout, à l'épisode suivant, on revient dans la même situation et le gars recommence continue à dire. Donc, la sitcom classique, avant Friends, qui rajoute du feuilletonnant là-dedans, c'est une situation bloquée. Donc, c'est pas génial pour raconter l'histoire. En revanche, la comédie, et là, tu peux avoir des choses plus intéressantes que d'une sitcom classique, si tu veux. La comédie, bien sûr que ça sert à raconter l'histoire parce que là encore, ça provoque de la réflexion. Et si tu veux, là encore, pour provoquer le rire, pour faire de la comédie, il faut que tu t'appuies sur quelque chose de familier pour le téléspectateur. Il faut que tu partages avec ton auditoire un sens de ce qu'est la norme, de ce qu'est la réponse attendue à telle situation ou à tel comportement. Et ce qui va provoquer le rire, c'est le décalage que tu vas créer entre ce que ton auditoire attend et ce que tu vas leur raconter. Ça peut être un jeu de mots, ça peut être un décalage de situation, ça peut être plein de choses, mais c'est ça. Donc, tu peux faire effectivement de la comédie historique, et c'est par ce décalage avec la réalité ou cette montée vers l'absurde que tu vas dire des choses. Je pense par exemple, les Britanniques sont les plus forts là-dedans. Et il y a une série qui est incroyable qui s'appelle Blackadder. Blackadder, c'est une série, une comédie donc britannique, fin des années 80, début des années 90, qui raconte l'histoire militaire de la Grande-Bretagne. Je crois que ça doit commencer à Azincourt et ça termine à la bataille de la Somme. Il y a Mr Bean dedans, donc Rowan Atkinson, et il y a Hugh Laurie, Dr House, qui est un acteur comique absolument génial. Et on les retrouve donc, ils jouent des soldats à différentes périodes de l'histoire britannique. Moi, ce qui m'a intéressé évidemment, parce que j'ai travaillé sur la Première Guerre mondiale, c'est la bataille de la Somme, et donc c'est la quatrième saison, où par l'absurde, ils te font comprendre à quel point c'était horrible et à quel point la hiérarchie militaire, etc. T'as un épisode qui est terrible où donc c'est toujours le pauvre, Mr Bean, Rowan Atkinson, qui est accusé, qui est condamné à mort pour avoir mangé le pigeon voyageur du général, qui était son animal fétiche, etc., son animal de compagnie, machin, et Rowan Atkinson, par bêtise, a bouffé le piaf. Et à partir de cette situation évidemment absurde, s'ensuit un tribunal, un procès militaire où évidemment la défense n'a aucun droit, bref. Et donc, par ce passage à l'absurde, tu dénonces des choses, tu fais passer des choses, et ça n'empêche pas l'émotion, parce que dans les meilleures comédies, les larmes, elles sont toujours très proches, et la comédie et la tragédie, c'est vraiment très 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 puissant. Et puis pour parler là encore d'une série que je pense les gens attendent, Kaamelott. Et oui, parce que dans le chat, ça commençait à en parler en disant c'est quoi son avis sur Kaamelott? Voilà, évidemment. Alors, j'ai donné là cette année un cours donc sur les médiatisations de l'histoire.
j'ai parlé de l'histoire sur YouTube notamment. Mais j'ai aussi fait un passage sur la fiction historique, et j'ai commencé le cours par un extrait merveilleux des Fesses de Guenièvre. Voilà, et qui là encore met en scène l'écriture de l'histoire à la période médiévale, et les codes justement, et la licence poétique, et tout ça, et donc évidemment Kaamelott, mais là il faudrait que tu fasses une émission avec Justine Breton qui va te faire 2 heures sur Kaamelott, si c'est pas déjà fait. On l'a pas fait encore tous les deux sur Kaamelott. Je sais qu'il y a William Blanc qui est aussi particulièrement au taquet sur le truc. Ouais. Et donc oui, c'est là encore, dans la mesure où là en plus t'es dans de la légende, donc tu fais ce que tu veux, mais c'est aussi une série qui ne cesse de montrer qu'elle est une série et qu'elle est une fiction, et de réfléchir à son statut de fiction, et de réfléchir aussi au genre, puisque c'est une comédie qui devient du drame, qui change de format, et c'est voilà, c'est Alexandre Astier. Mais c'est évidemment que ça fait partie de ces séries qui permettent, parce que c'est des codes que tout le monde connaît, parce que c'est un langage que tout le monde connaît, de faire passer des idées complexes. Et c'est pour ça que moi, je suis devenue historienne des séries télé, parce que j'avais envie de partir de quelque chose que tout le monde connaît. Encore une fois, tu vois, on parlait du familier, d'avoir des choses en commun avec mon audience, avec mon auditoire, en l'occurrence les étudiants, le grand public, voilà. Et à partir de ces points communs, on bâtit une réflexion dont ils ne sont pas exclus. Voilà, c'est ma posture, et tu vois, et c'est une posture politique. Complètement et parfaitement consciente et assumée, mais parce que, voilà, tu me disais comment on se défait du politique, on ne s'en défait pas du politique. Tout est politique. Et voilà, quand les étudiants me disaient « Ah, mesdames, j'aime pas l'histoire politique, ça m'intéresse pas ». C'est con. Un, c'est faux. Deux, c'est pas possible en fait. Mais voilà. Ou alors il faut pas faire des sciences économiques et des sciences humaines et sociales. Non mais c'est bien, parce que du coup j'allais te poser une question volontairement provocatrice qui reflète pas ma pensée, qui était est-ce que du coup créer une série historique pour un scénariste, c'est pas être un peu un feignant, parce que du coup il se repose déjà sur un truc où il y a déjà la moitié du taf qui est fait. Ouais, mais alors, enfin, la moitié du taf est fait. Oui et non, parce qu'écrire une histoire, c'est pas la même chose qu'écrire un livre d'histoire. Et justement, si tu as une matière qui résiste beaucoup, tu vas pas complètement pouvoir faire ce que tu veux, et où est-ce que tu crées des enjeux, ça crée d'autres problèmes. Mais de toute façon, quand t'écris pas une histoire comme tu veux. Ça, c'est un mythe. Tu vois, je vais écrire un roman. Ouais, tu peux. Mais encore une fois, si tu veux que ton roman soit lu et soit entendu, il y a des règles. Voilà. Et ça, c'est vrai dans tout. Alors tout à l'heure, tu parlais au début de l'entretien, tu disais oui, alors la SF, bon, c'est pas vraiment des séries histo, mais du coup, il y a par exemple les Uchronies. The Man in the High Castle, L'homme du haut château, qui est une reprise de Philippe Cadic. Est-ce que c'est pas intéressant d'un point de vue de l'histoire quand même, pour essayer de comprendre justement les mécanismes qui agitent l'histoire? Alors, tu m'as demandé, je reviens, tu m'as demandé de définir ce qu'était une série historique. Oui. Je n'ai pas dit l'ASF, c'est pas historique, ou c'est pas... voilà. De la même manière que tout est politique, je vais te dire que tout est historique, évidemment. Bien sûr. Donc, l'Uchronie, évidemment que, et comme pour Battlestar Galactica, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est là où ça coince. C'est là où tu instaures une dissonance cognitive, et justement, donc tu commences à travailler avec la matière du réel, et tu vois
ce qui est gardé ou pas, tu vois, c'est HHHH, voilà, si tu tues Hitler, est-ce qu'il y a quand même la Shoah? Si t'enlèves tel truc, est-ce qu'il y a quand même et c'est la réflexion vraiment sur sur ce qui est déterminant et ce qui est accessoire en histoire. Et bien sûr que c'est passionnant, tu vois, mais par exemple aujourd'hui, il n'y a pas Zelensky, la guerre en Ukraine, elle n'est pas du tout la même. Voilà, c'est un autre mec à la place de ce gars, ou une autre femme, ben c'est pas la même histoire. Et c'est ça que je trouve très, très intéressant aussi dans toujours ta réflexion historique t'aide évidemment, enfin c'est de l'histoire immédiate et on ne sait pas, mais t'aide aussi à comprendre le monde et à tiens, ces références-là, tiens, là encore, de la réécriture de la Seconde Guerre mondiale et des nazis qu'on te remet à toutes les sauces et que t'en peux plus. Voilà, c'est assez intéressant aussi pour ça. Et une série politique, pour le coup, qui a influencé la vie politique réelle. Donc, C'est rigolo ce que tu dis sur Zelensky parce que c'est vrai qu'en y réfléchissant comme ça, bon, il y a une narration absolument incroyable, une histoire parfaite, j'ai envie de dire, et en même temps, souvent, on a tendance à dire que bon, tu vois, si Napoléon avait pas été Napoléon, c'était un autre mec, s'il était mort avant, peut-être est-ce qu'il y aurait eu la même chose? Il y a beaucoup de gens qui disent bon, finalement oui, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient autour, tu vois. Oui. Mais Zelensky aurait accepté de quitter l'Ukraine au bout de 3 jours de guerre. Ah, ça aurait été différent, c'est sûr. Voilà, c'est juste cette décision-là. Tu le tues. Les groupes Wagner auraient réussi à le buter au bout de 5 jours. Voilà. Et non, je crois pas que t'enlèves Napoléon, les armées françaises, elles font pas la même chose. T'enlèves De Gaulle, le destin de la France n'est pas le même. T'as des gens comme ça. T'enlèves Hitler, probablement qu'il y a quand même le nazisme, l'antisémitisme, tout ce que tu veux, probablement. Mais voilà, t'as quand même des gars, parfois des femmes, mais pour l'instant c'est plus souvent des gars, qui ont quand même t'as des décisions qui n'engagent pas que toi. Et c'est ça qui est assez intéressant de voir se dérouler en temps réel. Voilà, dans ce cas-là, comme dans d'autres, mais là, ça se passe pas sous nos yeux, mais sur nos fils Twitter, donc, ou Instagram, ou tout ce que tu veux. On parlait de l'Ukraine depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir For All Mankind? Non, ça fait partie des séries que j'aimerais avoir le temps de rattraper. Mais effectivement, comme en plus de mon travail d'historienne, je suis aussi critique de séries sur France Inter et que j'ai 3 séries que je ne choisis pas à regarder à peu près pour toutes les 3 semaines. Tu vois, For All Mankind, là, il y a 2 saisons. Ils en ont ajouté une 3. Là, pour l'instant, j'ai pas le temps. Peut-être, j'espère cet été, mais ça fait partie des séries. Je te le souhaite. Ouais, voilà. Mais là, tu vois, là, j'ai réussi ce matin à pleurer comme une madeleine devant This Is Us parce que voilà. Mais c'est à peu près le seul, tu vois, le seul truc que j'ai fait par divertissement et par plaisir. Tout le reste. C'est du boulot. Ah, This Is Us, oui. Des fois, je passe dans le salon comme ça et puis je vois une image de la série et je dois faire autre chose et je me pose à côté de ma femme et je reste dessus pendant 2 heures parce que c'est trop bien. Mais là aussi, tu vois, sur la narration et le rapport au temps et comment tu revisites un truc que tu as déjà vu 50 milliards de fois de la série familiale américaine avec papa, la maman et les enfants, et ben... Voilà, et c'est là qu'on voit que c'est tout l'art de la narration et ici du jeu
sur le temps. Et évidemment, ça me passionne et ça me fait pleurer, donc moi j'adore. Et est-ce que justement, t'arrives encore à regarder des séries parfois, et notamment des séries historiques, mais sans avoir l'impression de bosser? Pour ne pas avoir l'impression de bosser, je regarde de la télé-réalité. Et je regarde des documentaires historiques. Du coup. Mais là, effectivement, je peux documentaires historiques quand même, je vais regarder comment c'est fait, etc. Bon, voilà, quand même. Mais si je veux vraiment me détendre, et ça j'ai déjà dit sur France Inter et j'assume, un bon gros Selling Sunset des familles. Je sais pas ce que c'est. C'est Barbie, c'est Stéphane Plaza, mais Barbie. Ah, c'est bon, tu me l'as vendu. C'est des meufs dans des tenues improbables, avec des corps qui n'existent pas, sur des talons impossibles, qui te vendent à Los Angeles des maisons à des millions d'euros, mais surtout en fait qui dans ces décors qui au début tu trouves sublimes et puis après ils se ressemblent tous, s'engueulent. Voilà, c'est des mais elles ont vaguement du boulot. Et le lien avec This Is Us, c'est que dedans tu as l'ex-femme de celui qui joue Kevin. Ah. Le spoil, donc tout est lié. Mais oui, mais la télé-réalité, voilà. Et tous les trucs de Marié au premier regard, Koh-Lanta, vas-y. Moi, je peux te conseiller sur Netflix Envoyer du bois. C'est vachement bien. C'est un gars qui tient sa scierie au Canada et c'est vraiment un gros con. Et genre, il va dire vas-y Kevin, tu viens, tu vas me couper 10 arbres et c'est vachement bien. Voilà. Ça vaut Tiger King ou... Parce que Tiger King, c'était hyper bien aussi. Ah, Tiger King, c'était pas mal aussi. Oui. Envoyer du bois, il parle en... c'est quoi? C'est des Québécois? C'est en le Canada anglophone et du coup, ils font du voice-over par-dessus. Ah, j'ai une grande passion pour le surdoublage. Ouais. C'est vraiment... Moi, j'ai bien aimé. J'attends la saison 2 pour savoir comment ils vont faire pour amener le bois d'un point à un autre parce qu'ils ont créé une barge. Enfin, c'est très technique. Voilà, j'aime bien. Ça, c'est ton côté bûcheron. Voilà. moi, je suis plus Barbie Los Angeles, tu vois, et les talons de 12. Non, mais de toute... Non, mais en fait, ça me fait kiffer de penser à comment les choses sont faites et pourquoi elles sont faites. Enfin, tu vois, voilà, j'ai un peu de mal à débrancher le cerveau, y compris, tu vois, voilà, sur les trucs de télé-réalité. Ce qui m'intéresse, c'est comment ils montent, comment ils fabriquent des personnages. Et voilà. Et là encore, ça répond à des codes de narration. Et tu peux... Là, un des masters que je suis en train de diriger et que j'ai vraiment hâte de lire, tu vois, je dirige un master là sur RuPaul Drag Race et le genre comme performance. Et ça envoie, là pour le coup, ça envoie du bois parce que ça réfléchit justement au féminin, au masculin comme performance, aux normes que RuPaul lui-même impose à ses concurrentes et à partir du moment où tu mets des femmes trans là-dedans, comment ça envoie tout valser et voilà. Et l'étudiant m'a montré des extraits de ce truc-là que je regarde pas parce que là pour le coup j'ai pas le temps, mais qui sont politiques, qui sont touchants, qui sont engagés, voilà, et même, tu vois, et dans tout ça, il se passe des choses. J'ai dirigé des masters sur des jeux vidéo, tout m'intéresse et je pense que c'est vraiment le regard critique et l'analyse. Tu vois, le gamin, il est parti de RuPaul et il a lu Judith Butler, quoi. Moi j'achète, je trouve ça génial et c'est pour ça que je fais ça aussi et que j'accepte ce type de sujet parce que voilà, je trouve ça chouette. Il y a de plus en plus de chercheurs et de chercheuses qui s'intéressent justement aux séries. Oui, alors s'intéresser aux séries c'est bien. Travailler sur les séries, ça demande du boulot, tu vois. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Voilà.
Et c'est ça demande, et c'est ce que me se rendent compte mes étudiants, hein, au départ. Ouais, je travaille sur le cinéma, ouais, je travaille sur le jeu vidéo, je travaille sur et ben ils se rendent compte qu'il faut lire énormément. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Après, ça demande un temps monstrueux pour en faire vraiment quelque chose de scientifiquement solide. Je dis pas que je suis la seule à faire des choses scientifiquement solides, hein, mais je dis que voilà, ça fait partie de ces trucs de mode. Et voilà. Mais il y a plein de gens effectivement qui font des choses passionnantes, et fort heureusement, voilà, ça fait que je me sens plus seule. Ça fait depuis 2010. Depuis le début des années 2000 qu'effectivement, parce que c'est des formes aussi, ça devient de plus en plus accessible comme forme et comme accès. Voilà, donc oui, il y a de plus en plus de gens qui en parlent, mais là encore, comme pour tous les sujets à la mode, voilà, ça ne veut pas dire que c'est bien fait, ou ça ne veut pas dire que c'est toujours fait pour les bonnes raisons. Et alors, tu te sens plus seule depuis 2010, mais tu sens que le sujet commence à être pris au sérieux d'un point de vue universitaire depuis quand ? Parce que ce soit pour le jeu vidéo, pour plein de trucs, pour YouTube, tu vois, des fois, il faut que ça fasse son chemin, que ce soit en histoire ou dans d'autres... voilà, hein, c'est pas qu'en histoire. Alors que c'est pris au sérieux, c'est encore en cours, on va dire. Ça dépend... Encore une fois, ça dépend des disciplines. En littérature, en civilisation, ça fait beaucoup plus de temps qu'ils s'intéressent à ces objets parce qu'ils ont les outils narratifs, etc. En sciences de l'information et de la communication, parce qu'ils s'intéressent aux médias. Aussi, bien sûr, il y a des gens qui travaillent sur ces objets depuis très longtemps. En histoire, ça reste compliqué parce que, et particulièrement en France, le rapport des historiens à la fiction est toujours compliqué. Parce que, là encore, l'histoire comme discipline universitaire, elle s'est construite au XIXe siècle contre la littérature et contre la fiction. Et dès que tu commences c'est le fameux tournant linguistique des années 70 avec un historien américain comme Hayden White, mais en France c'est Michel de Certeau et un peu le philosophe Paul Ricoeur aussi. Dès que tu commences à déconstruire le discours historique comme un discours et donc comme un langage, et à mettre des concepts et des outils littéraires sur le récit historique, t'as des trucs, parce que quand même c'est la vérité, parce que quand même nous on fait de la science, parce qu'on fait pas de la littérature, parce qu'on fait pas de la fiction. Et donc c'est des choses très ancrées, très anciennes, très profondes. Donc avoir un discours scientifique et historique sur de la fiction, ça marche. Enfin voilà, ça crée encore des réticences. Malgré tout, tu vois, je suis habilitée à diriger des recherches. Dans mon jury d'habilitation à diriger des recherches, le président c'était Henri Rousseau, historien, Seconde Guerre mondiale, maintenant 13 novembre, tout ça. Il y avait Johan Chapoutot, il y avait Christian Delage, il y avait la présidente de l'Association française des études américaines, Monica Michelin. Voilà, il y avait une prof de Northwestern University. Enfin, il y avait ça claquait. Et Sébastien Denis, qui est prof d'histoire audiovisuelle à la Sorbonne. Donc voilà. Malgré tout, on va dire sans spoiler parce que la campagne est en cours, j'ai passé 4 auditions là au mois de mai pour des postes de professeur des universités, 2 en histoire, 2 en civilisation américaine. Et ben il y a une section où j'ai été mieux reçue que dans une autre. C'est pas encore gagné, mais c'est ça qui m'intéresse aussi, si tu veux. Ça m'intéresse, moi, de travailler sur des objets illégitimes, de travailler sur des trucs de la culture populaire, voilà. Et encore une fois, c'est une posture politique, c'est une posture militante, si tu veux, mais aller dans les sentiers battus, ça m'intéresse moins.
que de défricher ou et que d'ouvrir aussi, tu vois. Si j'ai voulu être habilitée à diriger des recherches, c'est parce que justement, moi, j'ai eu la chance d'avoir mon directeur de thèse, de DEA et de thèse, Pierre Mélandry, tu vois, prof à Sciences Po en histoire des États-Unis, qui savait absolument pas ce qu'était une série télé. Mais quand je suis arrivée avec une bibliographie longue comme le bras, et j'ai dit, bah voilà, je vais aller à Londres et je vais aller à Washington pour trouver mes sources, etc. Il m'a dit, ok, vas-y. Et puis après, tu vois, dans mon jury de master, il y avait Serge Bernstein, il y avait Jean-Noël Jeannet, et par rapport à, tu vois, à tous mes autres camarades qui ont travaillé en histoire politique, en histoire de la guerre, qui ont fait des sujets extrêmement sérieux et bien et tout, et qui m'ont filé l'allocation de thèse à moi, en se disant, ouais, elle fait de l'histoire en fait. Et oui, Magnum, ça peut être un document historique, ça peut être. Donc j'ai eu la chance de rencontrer ces gens-là. Et moi maintenant, ce que je veux faire, c'est voilà, avec des gens qui vont venir avec des sujets. Ouais, je veux travailler sur RuPaul. Ouais, je veux travailler sur le rap, sur les jeux vidéo, sur des trucs que j'imagine même pas. Je vais leur dire ouais, vas-y. Mais va falloir taffer, mais comme un malade ou comme une malade, précisément parce que ton objet est illégitime, bah faut être irréprochable sur la méthode et la discipline et le sérieux de ton truc. C'est pour ça que tu vois, quand tu me dis s'intéresser à, oui, je m'intéresse à la musique classique, tu vois, super, je m'intéresse à plein de trucs, mais c'est pas pour ça que j'en fais un objet d'étude et que je vais y passer des années, tu vois. Papa Schulz, je m'intéresse pas à Papa Schulz. J'ai lu des tas de bouquins et je me suis tapé des dizaines d'épisodes de Papa Schulz et vas-y et décortique le truc, le sens du comique et le machin. Et enfin voilà, c'est pas juste j'ai vu Papa Schulz quand je rentrais de l'école, tu vois, le samedi midi. T'arrives encore à rigoler devant Papa Schulz ? Est-ce que je rigole devant Papa Schulz ? Je rigole devant Papa Schulz en allemand. Tu vois, chacun ses kinks. Mais Papa Schulz en allemand, et dans le DVD, j'ai l'intégrale en DVD, parce que là aussi ça coûte cher. Il y a un épisode où ils t'ont mis la version allemande et qui est délirante parce que ça fait partie donc ces grands doubleurs allemands, en l'occurrence Rainer Brandt, qui a traduit comme il voulait, c'est-à-dire que quand Hogan va faire exploser une usine, un dépôt d'essence, eh bien on te raconte dans la version allemande que c'est une usine de Fanta. Quand Klink part en truc, l'Allemagne, Deutschland über alles, etc., machin, c'est traduit par, en fait, il te parle de sa femme de ménage, Frau Kalinke, avec laquelle il a une relation un peu sadomaso, tu vois. Voilà. Donc cette version allemande de Papa Schulz, elle est encore plus délirante que la série elle-même, et elle t'enlève vraiment tout ce qui est guerrier, tout ce qui est violence, tout ce qui te reste que les uniformes et qui sont des costumes. Et elle te raconte aussi des choses sur l'Allemagne, la diversité de l'Allemagne et cette réunification allemande des années 90, puisque la traduction date des années 90, qui n'était pas forcément très, très facile, et où finalement le dernier souvenir commun, c'était la Seconde Guerre mondiale, qui n'est pas forcément le meilleur moment de leur histoire, voire carrément le pire. Donc voilà, donc ça me, tu vois, ça me fait marrer. Après, quand Hogan se déguise en bonne femme, ouais, non, ça fait pas plus rire que ça, mais bon. On a parlé de tout ça, de ta volonté de défricher le terrain, d'en faire un objet d'étude sérieux, etc. Mais comment t'as mis le doigt dedans, justement ? Comment t'en es arrivé à te dire à un moment donné, mais en fait, ça va être ça, mon sujet d'étude ? Ouais. Alors, je suis dedans quand j'étais petite.
parce que je suis née sous Giscard. Et donc, quand je rentrais de l'école dans les années 80 et surtout 90, il y avait des séries à la télé et en particulier des séries pour ados, qui m'expliquaient un peu le monde et qui me faisaient voyager aussi. Je regardais beaucoup de films, je lisais beaucoup aussi, ça c'est. Et qui me montrait les États-Unis, évidemment. Enfin, j'étais fascinée par les États-Unis. Et premier choc, la première fois que je suis allée aux États-Unis, donc j'avais 15 ans et je regardais une série donc pour ados qui s'appelait Sauvé par le Gong. Évidemment, en France, on l'a regardée doublée. Et j'allume la télé aux États-Unis et ça passait le samedi matin aux États-Unis. Et là, je me rends compte que Zach Morris, les vieux s'en rappelleront, qui était le héros de la série, donc un collégien, machin, eh bien, je me rends compte que Zach Morris avait mué. Et que dans la série française, le doublage français, il avait gardé une voix de petit garçon alors qu'il avait désormais, un corps davantage d'homme. Et donc là, premier choc, tiens, d'abord, c'est doublé. De deux, ce que j'entends, c'est pas forcément ce qu'on dit, voilà. Et c'est une vraie personne, une espèce parce que quand tu regardes un film de cinéma, tu ne vois pas grandir les héros. Voilà, là vraiment, il y avait ce garçon dont je me rendais compte qu'il avait grandi comme les vrais garçons autour de moi. Donc, premier choc. Deuxième choc, donc dans ces séries des années 90 que je regardais, j'avais l'impression que tous les pères avaient fait la guerre du Vietnam. Et que donc la guerre du Vietnam était une expérience commune aux Américains et un truc qui avait permis aux pères de devenir des hommes des vrais. Et au lycée, donc en terminale, programme la guerre du Vietnam, et là je me rends compte qu'il n'y a que 8% de la population américaine qui a fait la guerre du Vietnam. Et donc ça, c'est resté dans un coin de ma tête, parce que d'un côté, tu vois, dans les séries, j'avais l'impression que c'était 100%, et je savais que la réalité historique, justement, c'était 8%. Donc je garde ça dans un coin de ma tête, et puis je fais des études, classe prépa, Sciences Po, tout ce que tu veux, machin, une licence et une maîtrise d'histoire de l'art. Et cette maîtrise d'histoire de l'art se passe pas très bien parce qu'on me reproche de faire de l'histoire et pas de l'histoire de l'art. Bon, très bien. Je pleure beaucoup parce que j'ai une mauvaise note et ça ne fait jamais plaisir. Et pendant que je pleure, je trouve en librairie un bouquin écrit par Martin Wacklaer qui s'appelle « Les miroirs de la vie ». Et qui, pour la première fois, écrit, donc dans un livre, dans un truc légitime, tu vois, que les séries, ça parle effectivement de la société américaine et que ça a des inspirations littéraires, politiques, culturelles, voilà. Et je lis pour la première fois dans un bouquin ce que j'ai toujours ressenti, tu vois, en regardant des séries, en allant aux États-Unis, des choses comme ça. Et donc, à partir de là, armée de ce livre et d'un début de bibliographie, je retourne à Sciences Po et c'est là que face donc à Pierre Mélandry, que j'avais jamais rencontré, et un historien des relations internationales donc, qui s'appelle Maurice Weiss, j'arrive avec mon petit papier et je leur dis, alors voilà, mon projet de DEA en histoire, c'est les séries télé, la guerre du Vietnam. Et je vais aller trouver telle et telle série à tel et tel endroit et je vais lire tel et tel bouquin. Toute ma bibliographie était en anglais parce qu'à part ce bouquin de Martin Wacklaer, il y avait quelques dictionnaires, mais vraiment pas grand-chose. Et j'ai eu la chance énorme, qui me disent... D'abord, ils m'ont dit, vous êtes sûr quand même, il y a des belles archives d'affiches du Parti communiste, de l'entre-deux-guerres, tout ça. Si vous voulez travailler sur l'image, vous venez d'histoire de l'art, tout ça. Je dis non, moi je veux travailler là-dessus. Ils m'ont dit ok, mais ils auraient pu me dire non. Enfin, tu vois, ça tient pas à grand-chose et voilà, et à partir de là, parce qu'ils m'ont dit oui, parce que Pierre Mélandry m'a laissé faire les choses comme je voulais, en me guidant sans trop en avoir l'air.
Et donc, à ma soutenance de DEA, c'est là qu'ils m'ont dit que j'étais historienne. Et donc, ils m'ont donné une allocation de thèse et ils m'ont dit, maintenant, il faut passer la grecque. Ok. On va passer la grecque. Et parce que, effectivement, je crois que je suis historienne, alors que j'avais jamais fait d'histoire à la fac. L'histoire ancienne, j'en avais jamais fait. L'histoire médiévale, c'était le haut Moyen-Âge, les sociétés féodales, le haut Moyen-Âge. L'histoire ancienne, c'était l'Orient hellénistique. Il y avait tous les Ptolémées, les Séleucides, les machins. Et parce que j'avais compris ce qu'était l'histoire et comment faire un commentaire de document et tout, et que au fond tout m'intéresse en histoire, j'ai passé la grecque. Et là encore, j'ai eu la chance, mais j'ai bossé comme une tarée aussi, de l'avoir du premier coup. Et à partir de là, c'était lancé. Et j'étais, effectivement, je suis historienne. Ça correspond à ma façon de penser, à mon rapport aux choses. Mais je le savais pas avant de faire de la recherche en histoire. Et c'est ça aussi que je veux dire, c'est que j'étais bonne en histoire, mais comme j'étais bonne partout ailleurs, parce que je sais apprendre un cours, mais j'avais jamais compris, avant de faire vraiment de l'histoire, l'intérêt du truc. Parce qu'effectivement, apprendre des trucs, savoir des choses sur le passé, ouais, c'est chouette, mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est te confronter aux documents, faire de l'analyse de documents, faire de la synthèse, remettre les choses dans le contexte, avoir un regard critique dessus. Voilà, et c'est ça, c'est ça que je kiffe. Et voilà, et je suis absolument ravie, tu vois, d'avoir la chance d'avoir des gens qui me disent « Ok, vous êtes fait pour ça, ok, venez avec nous, venez à l'université. » Voilà, et faites de la recherche, et je suis payée pour ça. Et voilà, tu vois, c'est absolument génial. Et j'en parle à la radio, et j'en parle avec toi, et j'en parle tout le temps. Au parcours en tout cas, et bravo. On a quelques questions quand même qui te sont adressées. Alors après, à voir si tu as vu les différentes séries ou pas, parce que forcément... sur le buzzer, vas-y. Que penser de la série Roman Empire sur Netflix, qui dépeint en plusieurs épisodes à chaque fois la vie de chef d'État romain, à ce jour 3 saisons seulement? Ouais, mais c'est ce qu'on appelle un docu-fiction. Et moi, j'ai des problèmes avec, justement, on prétend te raconter la vie des empereurs romains en reprenant les codes de la fiction, et donc du drama, et donc des espèces de légendes, et donc voilà. Moi, je préfère quand le documentaire est un documentaire bien clair, bien rébarbatif, mais ce qu'il faut. On peut faire du documentaire chouette, hein, ou carrément on te fait de la fiction, mais cette espèce d'entre-deux me gêne beaucoup. Voilà. Si ça permet à des gens de s'intéresser à Caligula et à machin, très bien. Suétone a fait ça aussi en son temps, et déjà les sources sur les empereurs romains, elles sont déjà biaisées, donc voilà. Ouais, j'ai regardé ça. Bon, ça fait du divertissement, quoi. Mais voilà ce que j'en pense. Mais encore une fois, moi, je suis pas du tout spécialiste, tu vois, d'histoire ancienne ou de quoi que ce soit, donc il faudrait poser la question à des gens. Question du coup que je me pose moi, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation d'archives ou de témoignages directement dans une série? Et là je pense par exemple soit aux utilisations d'images d'archives dans une série comme Narcos par exemple, qu'on peut qualifier de série historique je pense, ou de témoignages par exemple au début de Band of Brothers, tu vois. Ou à la fin du Village français, ou alors là encore, tout dépend de l'utilisation de cette archive. Parce que, pour reprendre un truc sur lequel j'ai bossé, à la fin de Mad Men, grande série historique dont on n'a pas parlé, magnifique, sublime série historique, qui n'est que de la fiction. Les dernières images de Mad Men, c'est le seul document historique de la série, c'est-à-dire c'est la publicité Coca-Cola de 1970, qui est un vrai, qui est un document historique. Tout le reste est une invention, une reconstitution, une fiction. Et j'ai écrit tout un article en anglais là-dessus,
parce que justement, ça m'intéressait vraiment, parce que tout le monde a imaginé que cette série était la création de Don Draper, puisque Don Draper, donc dans Mad Men, est publicitaire. Et moi, je pense que Matthew Weiner est plus malin que ça. Et là encore, on revient sur cette histoire de est-ce que si t'enlèves Hitler, la Shoah existe toujours? Et là, en fait, pour moi, c'est mon interprétation de Mad Men, toute la dernière saison de Mad Men, en fait, ne fait qu'enlever le personnage de Don Draper, qui est absolument central dans tout le reste de la série. Et chaque épisode, en fait, diminue son importance dans le monde qui est créé autour de lui et pour les personnages, sa femme, ses collaborateurs, sa fille, etc. etc. Et finalement, il se retrouve dans un espèce d'ashram à méditer. Et le fait de terminer cette série par une pub réelle qui n'a pas été créée par Don Draper, pour moi, c'est le point final. On a enlevé toute la fiction et il ne reste que l'histoire. Et il ne reste que l'histoire de la publicité. Et voilà. Et je trouve ça très beau. Et parce qu'encore une fois, Matthew Weiner est quelqu'un qui a énormément réfléchi au rapport de l'histoire, de la représentation, de ce que ça veut dire. Et voilà. Et de nous laisser face à l'archive et de nous laisser face donc à cette pub qui a marqué l'histoire de la publicité et qui est aussi tout à fait révélatrice de la façon dont la culture hippie, qui est au départ une critique du capitalisme, a été absorbée littéralement par le capitalisme et par Coca-Cola pour vendre des boissons sucrées à bulles. Je trouve ça absolument génial. Voilà, donc encore une fois, ça dépend comment est-ce qu'elle est montrée, comment est-ce qu'est montrée l'archive, est-ce qu'elle est montrée dans son contexte, est-ce qu'elle est mélangée à des fausses choses. Voilà, donc ça me dérange pas si c'est pour créer encore une fois une dissonance cognitive et pour interpeller la réflexion à dire ah oui, tiens, il se passe ça, ah oui, ça me rappelle ça. Voilà, donc encore une fois, c'est comme tout, ça, je vais te dire, ça dépend du contexte. El Magnifico qui dit Band of Brothers jusqu'où dans le réalisme? Encore une fois, le réalisme est une convention. Donc Band of Brothers raconte de façon extrêmement linéaire donc la libération de la France et on va jusqu'au nid d'aigle d'Hitler et on suit effectivement le parcours réel d'une compagnie qui a vraiment existé et c'est basé sur des récits. Bon, voilà, sur même un récit particulier de cette histoire-là. Après, bien évidemment qu'il y a des tas de choses qui sont rajoutées, il y a du drama, il y a et ça reste un récit très héroïque, ça reste un récit de la bonne guerre américaine. Et ce qui est très intéressant avec Band of Brothers, c'est de le comparer à The Pacific, donc fait par la même équipe, mais 10 ans plus tard. Et surtout, entre les deux, tu as le 11 septembre et la guerre en Afghanistan et en Irak. Et ça change la représentation de la guerre parce que tu es aussi sur le volet beaucoup moins glorieux de la Seconde Guerre mondiale pour les Américains, qui est la guerre dans le Pacifique. Et donc là, tu as une vision qui est peut-être plus réaliste de l'expérience guerrière, c'est-à-dire où tu as l'ennui, où tu as la cruauté, où tu as surtout l'ennui que tu n'as pas du tout dans Band of Brothers, où tu as le fait, là aussi, d'être littéralement, dans le cas de la guerre en Pacifique, parachuté dans des endroits où tu sais même pas où tu es. Tu es sur une île, tu sais pas ce que c'est, tu connais pas les habitants, tu parles pas la langue, tu comprends pas où tu es, etc. On te tire dessus, voilà. Donc effectivement, là, pour le coup, pour moi, on est dans une représentation de la guerre plus réaliste. Mais qu'est-ce que c'est que la réalité de l'expérience de guerre? Je le saurai jamais. Parce que je serais pas soldate, je suis une femme et deux beaucoup trop vieille maintenant. Donc
donc je sais pas, aucun des deux n'est la réalité. Mais ces deux séries racontent des choses différentes sur la guerre, et là encore, permettent là encore la réflexion. Mais tous les soldats ont des expériences de la guerre différentes, et tous les travaux sur la guerre, et en particulier sur la Première et sur la Deuxième Guerre mondiale, le montrent. Petite question concernant la guerre du Vietnam, vu que ça a été évoqué. Comment ça se fait qu'il y a très peu de séries TV sur cette guerre, là où le Cinoche a été très prolifique? La seule que j'ai en tête, c'est L'Enfer du Devoir. Ouais, L'Enfer du Devoir, bonne référence. Il y en a un peu plus, mais il y en a effectivement pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est la guerre qui a été la plus vue à la télévision. C'est une guerre télévisée, où là, pour le coup, c'est vraiment la guerre où les journalistes ont eu le plus de liberté pour filmer tout ce qu'ils voulaient, et pour diffuser pratiquement tout ce qu'ils voulaient aussi. Et donc, il y a eu un effet de saturation du public américain par rapport à cette guerre. Et donc, il a fallu attendre la fin des années 80 pour effectivement qu'il y ait L'Enfer du Devoir et une autre série qui s'appelle donc China Beach, dont j'ai parlé. Et puis ensuite est arrivée la guerre du Golfe en 91, et donc la guerre du Vietnam, on en a moins parlé, et il a fallu attendre le début des années 2000, et justement le moment où les Américains se sont de nouveau embourbés, mais cette fois-ci dans le désert, pour qu'il y ait d'autres séries sur la guerre du Vietnam qui revisitent un peu ce passé-là. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus une guerre cinématographique, mais parce que ça a été beaucoup montré dans les actualités télévisées américaines. On me demande si tu as des confrères ou consoeurs américains qui font la même chose que toi, les USA étant le pays des séries. Et du coup, est-ce qu'ils sont un peu moins marginalisés ou pas du tout? Alors, oui, il y a beaucoup. Évidemment, il y a beaucoup de chercheurs sur l'histoire des séries. Moi, mon grand maître s'appelle Gary Edgerton. Edgerton, plus un type formidable, mais il y a beaucoup de chercheurs sur les séries télé. Il y en a un aussi qui écrit des bouquins super qui s'appelle Jason Mittel, M-I-T-E-L. Bon, je ne vais pas vous sortir toute ma bibliographie, mais il y a énormément d'Américains qui travaillent sur les séries, et parce que là encore, l'université aux États-Unis, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas mise par discipline scientifique comme chez nous, elle est mise par sujet d'intérêt. C'est-à-dire qu'il va y avoir, il y a des television studies, donc il y a des gens qui travaillent sur la télévision, qui travaillent de façon différente, avec des méthodes différentes, mais qui travaillent tous sur la télévision, à l'intérieur des media studies. Voilà, et il n'y a pas vraiment de département d'histoire contemporaine. Il va y avoir un département d'American Studies, de French Studies, etc., etc. Voilà, donc on se regroupe davantage par groupe d'intérêt que par discipline. Voilà, en France, il y a des études de cinéma, et il y a les séries télé se sont pas constituées comme discipline ou comme champ universitaire. Moi, je trouve que c'est bien. Parce que ça permet de multiplier les regards et d'éviter un côté hiérarchique et institutionnel que, comme vous avez compris, j'aime pas beaucoup, mais voilà, donc il y a évidemment il y a des gens en Grande-Bretagne, enfin il y a des gens vraiment dans tous les pays, des tas de gens travaillent sur les séries télévisées. J'ai des collègues qui travaillent sur les séries télévisées au Chili, en Turquie, dans tous les pays européens qu'on peut imaginer, évidemment en Asie, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande. Enfin voilà, les gens étudient les séries télé absolument partout. Et le mois prochain, je suis invitée par des Allemands pour aller leur parler d'un village français. Voilà, et je trouve ça assez rigolo. Est-ce que tu aurais une liste éventuellement d'ouvrages à conseiller à ceux qui nous écoutent, en français peut-être, pour défricher un peu le terrain? Alors, ça dépend sur quoi. C'était une façon subtile de tendre une perche pour que tu fasses ton business. Voilà. Alors, on va commencer par la base de la base. Les séries télé pour les nuls. Paru en 2009, donc c'est déjà un document historique. C'est totalement épuisé, mais ça se trouve pas cher sur eBay. C'est très très bien. Je sais pas qui l'a écrit, mais c'est hyper bien. Il y a toutes les définitions des genres, des trucs, de l'histoire des séries télé et tout. Voilà.
Qu'est-ce que j'ai envie de vous conseiller d'autre? Cold Case, la mélodie du passé, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, représentation de l'histoire et au croisement histoire et policier. Du coup, il y a tout ce qu'on aime. Voilà, et puis du féminisme dedans aussi. Hein, ça peut pas faire de mal. Ouvrage collectif récent, disponible sur Cairn, pour ceux qui ont un abonnement universitaire, le dernier numéro du Temps des médias, consacré aux fictions historiques anglo-américaines. Et où là, vous avez des choses sur Peaky Blinders, sur Viking et The Last Kingdom. Ça, c'est pour toi, Ben. Voilà, sur des tas de sujets de littérature, de séries, de films, voilà. Et puis, pour un truc un peu plus universitaire, attends, je cherche, est-ce que je l'ai là? Le manuel universitaire, ouais. Pardon. Hop. Décoder les séries télévisées. C'est paru donc chez Debuc, c'est Debook, enfin bref, c'est belge, et c'est disponible aussi sur Cairn. Et il y a vraiment tous les concepts pour analyser les séries, comprendre comment c'est écrit. Donc il y a un chapitre sur l'histoire des séries écrit par moi, mais d'autres sur la production, sur les personnages, sur la réception, l'analyse des publics de séries télévisées, les arcs narratifs, voilà, le rapport à la réalité ou aux réalités. Il y a un glossaire et tout. Enfin voilà, vraiment c'est le truc le starter pack d'analyse des séries télé en sciences humaines et sociales. Voilà, et puis enfin bon, évidemment, hein. Un village français. Si vous voulez pas regarder la série, vous pouvez lire le livre, parce qu'il y a beaucoup d'images aussi sur la série, mais la série est disponible sur Salto, parce qu'il n'y a pas que Netflix dans la vie. Non, mais en plus, il y a des trucs bien sur Salto. On avait reçu David Oureg à ta place. Voilà, on avait parlé Germinal et c'était vraiment top. Ah, mais ouais. Germinal, là, c'est une série dont on n'a pas parlé. Bon, c'est une adaptation d'une œuvre littéraire. Et voilà. Mais moi, j'ai vraiment trouvé cette série extrêmement intéressante. Moi, ce que fait David Oureg, moi, je le suis depuis Scam, qui n'est pas une série historique, mais qui est aussi une série que j'aime beaucoup. Et ouais, et ce qu'il a fait avec Germinal et les échos, la façon dont il a rendu cette réalité du 19e siècle actuelle, et ben, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très réussi en termes de mise en scène. Voilà, il y a des choses vraiment belles dans cette série, et ça fait partie des grands réalisateurs et des gens qui ont du talent et qui ont envie de faire de la série télévisée en France aujourd'hui et de la faire bien. Et ils sont de plus en plus nombreux, et je les remercie parce que c'est chouette aussi de pas s'intéresser que aux séries américaines ou anglophones, et voilà, d'avoir des choses très bien qui se font aussi chez nous. Et vous qui écoutez du coup cette émission, que ce soit en direct ou en rediffusion sur YouTube ou en podcast, n'hésitez pas à aller voir la rediff justement avec David Oureg où on parle de cette adaptation de Germinal. Voilà, ça c'est mon côté marketé aussi. Je suis pas mal, hein, je suis plutôt bon. Hein, Un podcast, je crois qu'on a fait un podcast d'intersaison sur Germinal aussi avec les camarades Nicolas Charles et Emmanuel Taïeb. Eh ben, allez l'écouter aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire, en profiter peut-être, que tu n'as pas pu dire dans cette émission et que voilà, c'est le mot de la fin. Non, je voulais te remercier vraiment de ces 2 heures de discussion. J'ai pas vu le temps passer. Merci vraiment à toi. Merci à ceux qui nous ont écoutés, et voilà, et regarder le monde avec un regard critique, que ce soit des séries ou d'autres choses. Je trouve que ça fait du bien. Voilà.
Merci à toi d'avoir accepté de nous accompagner ce soir et de nous raconter cette histoire des séries et cette histoire dans la série. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien. On se retrouve très bientôt. Salut!